Bienvenue sur le ring, le DJTV Radio, Salah Beina. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté d'être monté sur le ring, d'enfiler les gants pour ce ring ODJTV Radio autour de la transition numérique. Parce que je rappelle que Salah Beina, vous êtes ingénieur IT et spécialiste justement en transition numérique. 3 rounds pour cela. Premier round, quel Maroc digital en 2030 ? À la lumière de cette nouvelle stratégie Maroc 2030 d'un point de vue digital. Deuxième round, start-up, un éco sans système, avec un point d'interrogation. Et enfin, troisième round, licorne marocaine, une ambition réelle, virtuelle ou irréelle? Point d'interrogation. Premier round, quel Maroc digital en 2030? Stratégie qui devait être présentée en conseil de gouvernement la semaine dernière, jeudi dernier. On connaît grosso modo les contours, les grandes lignes, et vous les connaissez, de cette nouvelle feuille de route Maroc 2030. Donc, à quel Maroc faut-il s'attendre? Quel Maroc digital à l'horizon 2030, à la lumière de cette nouvelle stratégie? En fait, la nouvelle stratégie, elle est dans la continuité de ce qu'on a vu depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années. Les plus grosses stratégies qu'on a vu passer, je peux citer par exemple Maroc numérique 2013, oui. On retrouve un peu de on va dire, de ces chantiers qui sont surtout là pour transformer l'administration publique, parce que c'est aussi ça le rôle d'une stratégie nationale, c'est de niveler, de donner à toutes les administrations publiques, les ministères et départements, les mêmes moyens en termes de digitalisation et de transformation. Sinon, l'absence de stratégie ferait que certains pionniers pourraient avancer plus que d'autres et donc créer des... C'est ce qui s'est passé sur les 12 dernières années. Vous faites référence à cette première stratégie Maroc numérique 2013. On se dit fondamentalement, on n'a pas avancé. Fondamentalement, quand on regarde les classements internationaux, que ce soit le e-gouv, en matière de gouvernance aussi, on est dans les bas-fonds du classement. Donc, est-ce que ça veut dire que ça fait 10 ans, plus de 10 ans, que fondamentalement, toutes les stratégies qui ont été mises en place se sont soldées par des échecs? Ben c'est pour ça que moi, j'aurais même accepté qu'on n'ait pas de stratégie en ce moment, mais qu'on mette en place les projets qui étaient dans les anciennes stratégies jusque-là. Parce qu'il y avait de très bonnes idées. Je peux ressortir par exemple l'histoire de la plateforme d'interopérabilité. Ça fait 15 ans qu'on en parle. Ça fait 15 ans que l'administration publique doit se doter d'une plateforme d'interopérabilité. Interopérabilité, c'est-à-dire mutualiser? C'est pouvoir échanger les données de façon lisse, automatisée entre les différents départements. Aujourd'hui, la plateforme est en train de voir le jour, mais c'est un sujet qui a fait partie de toutes les stratégies depuis, avant même Maroc numérique 2013, depuis e-Maroc 2010. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on en a eu des stratégies qui ne sont pas allées au bout de leur réalisation. Et c'est pour ça que finalement, avoir une nouvelle stratégie, pour moi, le gros problème, c'est qu'on n'a pas de garantie de réussite de ces stratégies. Parce que là où le bas blesse en général, c'est que nos organisations n'ont pas gagné en maturité. Et donc, peut-être que le sujet de l'actualité en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Mais même si c'était un autre, qui me dit que l'organisation de l'administration publique est capable de prendre un chantier nouveau, révolutionnaire jusqu'à un certain point, si on n'a pas les mécanismes internes. Donc, vous regrettez l'absence dans cette nouvelle stratégie des plateformes d'interopérabilité, c'est-à-dire de mettre en connexion les différents acteurs, ça d'une part, mais je rappelle aussi, parce que vous n'êtes pas que spécialiste en transition numérique, mais quand on est aussi spécialiste en transition numérique, on est aussi quelque part spécialiste en intelligence artificielle générative. Omni-absent des priorités de cette nouvelle feuille de route Maroc Digital 2030. Est-ce que vous trouvez logique, normal? Est-ce que nous vivons dans un monde où nous sommes à part, dans le sens où l'intelligence artificielle, l'intelligence générative n'a pas été érigée en priorité nationale? Un discours que tient Ahmed Reda Chami, ou qu'il a tenu en tout cas depuis 2 ans, et où l'intelligence artificielle, selon lui, devait être érigée en priorité nationale. Alors aujourd'hui, en 2024, elle n'est toujours pas érigée en priorité nationale, y compris dans cette nouvelle feuille de route. Mais en fait, tout le monde en parle. Il n'y a pas que Ahmed Reda Chami qui en parle en tant que président du CESE. Mais quand on entend la ministre de la Transition numérique, elle parle d'un système dédié à l'IA. Quand on a vu, par exemple, le ministère de l'Enseignement supérieur qui aussi a incité à mettre l'IA au cœur de l'apprentissage et des systèmes d'apprentissage. Non, mais tout le monde en parle. Tout le monde en parle, oui. Maintenant, le mettre dans la stratégie, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est réalisable selon vous? Oui, parce que je pense qu'on a des lacunes
qui viennent avant l'intelligence artificielle. En parler dans la stratégie, c'est peut-être une chose, mais je peux revenir à une étude qui a été faite il y a quelques années, je pense que c'était en 2019, sur la maturité, ce qu'ils appellent la e-readiness des services publics. En fait, non seulement tous les services ne sont pas digitalisés, mais même les services digitalisés ne sont pas au bon niveau de qualité qu'ils devraient, on va dire, offrir, que ce soit aux citoyens, aux entreprises ou à l'administration elle-même de façon intra. Donc, rajouter l'IA comme challenge, comme objectif, ça ne permettrait malheureusement pas de nous faire rattraper tous les retards qu'on a sur d'autres sujets. En tout cas, Salah Benna, donc on se retrouve dans cette nouvelle feuille de route Maroc Digital 2030 comme axe prioritaire, IGOV, la gouvernance, le cadre légal, la data, la conduite au changement, la compétence numérique, donc le capital humain 4.0 et l'infrastructure. Oui. Donc on se retrouve avec les mêmes éléments de base, les mêmes priorités qu'il y a plus de 10 ans. Ben, c'est ce que je te dis. Donc ça veut dire qu'on a fait du surplace, on n'a pas avancé depuis 10 ans. On a fait du surplace. C'est pas qu'on a fait du surplace, on a avancé sur certains sujets, mais de façon disparate. C'est que le ministère des Finances avance très bien, mais quand on va voir le ministère sans citer de mauvais élèves, on va dire, dans la maturité digitale, mais on n'a pas le même niveau d'intégration, le même niveau de service, le même niveau de SLA à travers tous nos différents ministères. Et donc, l'intérêt d'avoir une stratégie, une vision unifiée, c'est justement offrir à tout le monde les mêmes métriques qui permettraient de se comparer les uns aux autres. Et c'est ça l'importance d'avoir une stratégie, mais surtout les mécanismes, parce qu'il y a aussi la création de la nouvelle commission du développement digital, c'est ces mécanismes-là qui, pour certains, étaient cités dans Maroc numérique 2013, mais qui n'ont pas été, on va dire, apportés à la réalité. En tout cas, cette commission effectivement nationale en charge du développement du digital est partie intégrante de cette nouvelle stratégie. Sauf qu'on ne sait pas qui c'est qui va gouverner. Je rappelle en termes de gouvernance, on est 100e sur 193 pays. Déjà, on est à les bas-fonds du classement. On a un problème de pilotage des stratégies. Pas que dans la transition numérique d'ailleurs, c'est aussi dans d'autres enjeux de transition. Mais est-ce que ça ne fait pas un acteur en plus qui va alourdir encore une fois de plus la prise de décision et ne va pas faire forcément améliorer notre classement en matière de gouvernance ? Non, je ne pense pas que ce soit un acteur en plus. C'est l'acteur qui pourrait ouvrir les portes. Parce qu'en fait, le digital est une question transverse. Et donc, il faut que tout le monde soit arrosé de la même façon. Il faut que la prise de décision digitale puisse être impactée auprès de tous les ministères. Aujourd'hui, nous avons un ministère qui a pris en charge le développement de la stratégie. Mais quel poids, quel pouvoir a ce ministère de la réforme et de la transition numérique pour appliquer, pour inciter les autres départements, les autres ministères à suivre sa stratégie. Donc qui va avoir le pouvoir là? Est-ce que ça va être la Commission nationale en charge du développement? Je rappelle que c'est passé dans le bulletin officiel il y a quelques semaines. Ou ça va être la ministre Rita Mezour et son département ministériel? Moi, je pense une commission avec à sa tête présidé par le chef de gouvernement, j'ai oublié de le préciser. Le chef de gouvernement. C'est là-bas que ça va se passer. Elle a un pouvoir d'exécution qui est plus impactant que le ministère tout seul. Sinon, on aurait pu faire avec le ministère sans la commission. Ça veut dire que cette commission, présidée par le chef de gouvernement, en charge du développement du numérique, va chapeauter Rita Mezour et son ministère. Non, on peut le voir comme ça. De toute façon, le Premier ministre chapeaute le ministère de Rita Mezour. Mais les recommandations... Aujourd'hui, nous avons fait l'expérience ADD, avant que le ministère ne soit créé, que Rita Mezour n'arrive au gouvernement. Nous avons eu l'expérience du département spécifique à la transition numérique. Et là où c'est difficile, c'est comment mettre au diapason tous les autres départements et tous les autres ministères. Donc la commission a été créée pour va donner un pouvoir plus fort au ministère qui, lui, a eu comme responsabilité le développement de la stratégie. Un des objectifs de cette nouvelle stratégie Maroc Digital 2030, c'est la création de 300 000 emplois dans le secteur IT, et plus précisément offshoring. Est-ce que on est aujourd'hui autour de 100 000 création annuelle? Est-ce que c'est un objectif raisonnable multiplié par 3 le volume d'emplois créés dans le secteur offshoring? Secteur offshoring aujourd'hui soumis à une très 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 rude concurrence, à la fois de pays du continent, mais de plus en plus concurrence, j'allais dire farouche, féroce de la part des pays de l'Est. En fait, c'est là où le sujet de l'intelligence artificielle générative rentre dans le ring. C'est que on vient après ChatGPT et compagnie, et je ne sais plus ce que ça veut dire créer des emplois dans ce sujet. C'est-à-dire que il y a quelque temps,
créer des emplois dans l'IT, c'était effectivement faire de l'offshoring. Mais aujourd'hui, des IA génératives mettent en danger des secteurs entiers. Et donc, je ne sais même plus si créer 300 000 emplois, c'est quelque chose de faisable à l'époque où on s'est programmé, on s'est généré du code avec de l'intelligence artificielle nouvellement. C'est-à-dire ce que vous dites là, ça a été exprimé d'ailleurs au sommet de Davos, étude d'une banque d'ailleurs américaine là-dessus qui prévoit la disparition, la destruction créative en tout cas de 300 millions d'emplois d'ici quelques années. Vous dites, avoir des chiffres aujourd'hui chiffrés de création d'emplois au niveau du secteur IT, ça n'a aucun sens. Surtout sur le secteur. Il y a des métiers comme ça. Il y a le métier de l'IT, il y a le métier de l'outsourcing, des téléopérateurs téléphoniques, où effectivement aujourd'hui il y a un gros danger, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle et le fait qu'elle soit capable de supporter beaucoup de postes humains. Personne ne peut avoir de visibilité sur la création de métiers, de nouveaux métiers IT sur les prochaines années. En tout cas, les métiers qu'on s'imaginait il y a quelques années, voire il y a quelques mois, aujourd'hui, il faut reposer les questions à l'ère et à la lumière de l'intelligence artificielle. On sait même qu'aujourd'hui, alors pour la première fois depuis leur existence, mais même les banques commencent à fermer des agences parce que le digital permet de condenser le travail et donc n'est pas forcément une bonne piste pour la création d'emplois. Donc l'équation, elle est beaucoup plus délicate que ça. Et sur la formation du capital humain ? La formation du capital humain, moi je dis aujourd'hui, pour relever les défis des métiers de demain, qu'est-ce qu'on peut, dans la stratégie, il y a se dire, voilà, je vais former en tout cas entre 20 et 25 000 jeunes par an au métier de l'IT. Est-ce que là aussi ça a du sens, compte tenu que vous dites que les métiers IT c'est difficile, y compris notamment dans l'offshoring, de savoir qu'est-ce qui va exister demain. Donc qu'est-ce qu'on va former aujourd'hui ? En fait, elle va même plus loin parce qu'il y a des conventions qui ont été signées avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui prévoient même d'ici 2030 la formation, la diplomation de 50 000 par an. Moi, je pense que des thématiques telles que l'intelligence artificielle ne concernent pas que les gens de l'IT, elles concernent tout le monde. Comment le métier de journaliste va pouvoir évoluer, comment le métier de juriste va pouvoir évoluer. C'est les métiers qui vont être digitalisés. Tous les métiers vont être, non pas forcément digitalisés, mais ils vont être impactés par l'arrivée d'un nouvel outil qui est l'IA. Et donc, au lieu de continuer à imaginer que dans le monde ou dans l'écosystème, il y a les gens de l'IT d'un côté et puis les autres de l'autre, moi je pense qu'il faut donner une compétence minimale IT et d'augmentation avec de l'IA à tout le monde. C'est ce qui nous permettrait, de façon sociétale, de bouger vers une société digitale. Avant de passer justement au deuxième rang de Salah Beina, je rappelle, vous avez vu comme moi le dernier classement international en matière de système éducatif sur les compétences fondamentales. On a entre 6 et 7 élèves sur 10 chez nous qui ne savent pas lire ou qui n'arrivent pas à lire, à comprendre ce qu'ils lisent, des gros déficits au niveau des sciences, les mathématiques, entre autres donc les matières fondamentales. Comment on peut faire pour rattraper et pour reformater ces jeunes déjà qui sont en échec scolaire et qui sont déjà déficitaires en compétences fondamentales ? Je pense que ça... Est-ce que l'IT peut les sauver ? L'IT, c'est un outil comme un autre, c'est-à-dire il apporte... Il n'y a pas de solution miracle. Dans le système éducatif, je pense qu'on est à un tournant où il faut redéfinir quel est l'objectif, quel est notre objectif. Est-ce qu'on veut former des jeunes pour affronter les problèmes de demain, pour résoudre les problèmes de demain? On voit qu'on a des problèmes énergétiques, on a des problèmes de gestion d'eau, on a des problèmes de réchauffement climatique. Et donc il faut... On a des problèmes numériques aussi. On a des problèmes du numérique. Mais il faut... le Green IT, c'est le numérique durable. Il faut trouver de nouvelles solutions. Donc il faut qu'on équipe nos jeunes, nos enfants, avec des compétences qui leur permettront d'affronter un monde de demain très VUCA, puisque le terme est accepté. Et donc... la stratégie avec laquelle nous avons grandi, puis peut-être nos enfants ont commencé à grandir, elle ne marche plus. C'est l'une des causes du classement qu'on a observé aujourd'hui. Classement PISA 2023, deuxième round, start-up, un éco sans système. Est-ce qu'aujourd'hui on doit considérer qu'il n'y a pas d'écosystème start-up, il y a une économie qui est là, de start-up, c'est-à-dire de structures innovantes, en tout cas différenciées de ce qu'il y a de classique, mais qu'il n'y a pas de système? En fait, les start-up, là où elles réussissent le mieux, c'est quand on a trois ingrédients majeurs.
D'abord, le rôle de l'académie, l'université qui forme des talents, qui fournit de la matière grise capable de résoudre des problématiques concrètes, réelles des entreprises. Et puis, donc les entreprises sont là parce qu'elles sont demandeurs. Et puis, le rôle de l'État, c'est de mettre en place les incitations fiscales, les incentives qui permettent à cet écosystème de vivre. Aujourd'hui, on n'a même pas de statut de start-up au Maroc. C'est-à-dire de statut juridique, parce que juridiquement, la start-up n'existe pas encore chez nous. C'est-à-dire quand on appelle ça start-up, pour moi, c'est une PME. Quand on a une start-up qui juridiquement n'existe même pas, est-ce que ça veut dire qu'aux yeux de l'État, la start-up n'existe pas? C'est pas quelque chose qui est connu, reconnu, en tout cas qui n'est pas classifié. C'est pas un phénomène qui a, je dirais qu'il y a l'attention. Qu'il y a une attention particulière, parce qu'à la limite, on aurait pu dire que les entreprises ont plus de facilité à acheter auprès des startups ou à acheter des solutions innovantes, puisque les startups ont ce rôle de fournir l'innovation. Ben, si finalement travailler avec une startup, tout aussi compliqué soit l'exercice, mais parce que la start-up, ce n'est pas de garantie de réussite, c'est des jeunes qui débutent. Donc c'est de la prise de risque. C'est beaucoup de prise de risque, oui. Mais surtout, pour le client final, il vaudrait peut-être même mieux aller vers une entreprise établie et travailler avec elle parce qu'il y a moins de risques et puis il n'y a aucun avantage qui pousse l'entreprise à aller collaborer avec la start-up. Quand on voit, vous avez vu le classement comme moi, les derniers classements des start-up levées de fonds à l'international, en tout cas sur le continent africain, on est dans les bas-fonds du classement. On est derrière des pays comme le Bénin, on est derrière des pays d'ailleurs comme la République du Congo qu'on a affronté au football, derrière le Sénégal, derrière le Rwanda, levée de fonds, 170 millions de dirhams. Quel qualificatif donner à ce classement au niveau des levées de fonds à l'international? Est-ce que là, du coup, c'est une... Qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer dans ce classement? C'est-à-dire que si on compte juste sur les performances de nos petites pousses, parce que je les appellerai même pas encore des licornes. On y reviendra d'ailleurs, troisième round. Nos petites pousses, si on attend que toute la réussite soit juste la responsabilité de ces jeunes, en quoi l'État, en quoi les grands groupes, en quoi les entreprises leaders au niveau national les aident à percer dans un domaine qui est très compétitif? Parce que finalement, lever des fonds, c'est aller chercher des investisseurs qui sont partout dans le monde. Et puis les investisseurs, ils préfèrent aller là où il y a le plus d'intérêt. Donc, levée de fonds, 17 millions de dollars pour les startups marocains sur le continent. On prend un pays comme le Sénégal, un pays ami, qui a levé 44 millions de dollars, c'est-à-dire 440 millions de dirhams, c'est-à-dire grosso modo 3 fois plus que nous. Est-ce qu'on doit considérer que l'État sénégalais, que les pouvoirs publics sénégalais sont beaucoup plus proactifs pour l'accompagnement de start-up, ou alors que les Sénégalais et les jeunes Sénégalais, cette jeunesse sénégalaise, est plus douée, plus innovatrice que la nôtre? Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un classement d'innovation, c'est un classement de visibilité à l'échelle internationale. Oui, mais pour capter des fonds, pour développer un modèle économique novateur. Google a mis en place un centre d'intelligence artificielle au Sénégal et il a constitué une infrastructure locale. C'est-à-dire que le Sénégal il a réussi à attirer Google pour s'installer au Sénégal. C'est des signaux forts qui font que des grands investisseurs, ça peut être Google, ça peut être Facebook, ça peut être d'autres, mettent de l'argent et pas que de l'infrastructure. Donc aujourd'hui, l'information clé, c'est que nos startups, aussi peu nombreuses soient-elles, n'ont pas forcément la bonne visibilité à l'échelle internationale, puisque je rappelle que dans ce classement, il n'y a que 30% des investissements qui viennent d'Afrique. Les 70% vous viennent d'ailleurs. Ça veut dire qu'on a du mal à attirer de l'investissement international pour venir au Maroc. Alors, est-ce que c'est un problème de langue? Parce que vous voyez que les 4 pays les mieux classés, Afrique du Sud, Nigeria, ils sont tous anglophones. Oui, mais ce n'est pas un problème de langue. Mais si ce n'est pas un problème de langue, on se dit, est-ce que c'est un problème de niche? Est-ce que c'est la taille du pays qui compte? Mais l'Égypte... Le Sénégal, c'est la même langue. Pays francophone comme nous. Le Bénin aussi, d'ailleurs. Non, mais je veux dire, c'est un classement qu'on essaie d'analyser aujourd'hui. Il y a des paramètres. Mais en tout cas, la conclusion qu'on peut retenir, c'est que nos startups n'ont pas de visibilité. Et puis, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire une startup marocaine? Quand je vous dis qu'à l'échelle nationale, il n'y a pas d'aide à la création de startups, c'est un statut qui est similaire finalement aux PME. Soumis au même régime fiscal également. Du coup, est-ce qu'un jeune Marocain qui veut avoir de la visibilité ne serait pas tenté d'aller créer sa startup ailleurs? C'est ça la question que je pose. Est-ce que c'est le conseil que vous donneriez? Non, je ne donne pas de conseil. Non, mais
Bah, je pose une question. Moi, je n'ai pas de conseil à donner. Je pose une question. Un Marocain qui veut créer une start-up, qui voit le classement aujourd'hui tel qu'il est et qui se dit, est-ce que si je vais au Sénégal ou si je vais en Afrique du Sud, est-ce que je ne vais pas gagner en visibilité et du coup pouvoir réussir à attirer de l'argent? C'est une question. Et si on ne veut pas que demain ça arrive et que ça soit la règle, ben, il faut donner à ces jeunes les mécanismes, le statut fiscal qui leur permet d'exister, de vivre, de survivre, et puis surtout inciter au passage du banc de commande. En tout cas, juste là-dessus, je rappelle qu'en tout cas officiellement, selon des chiffres de la data officielle, c'est la data, on est dans le monde de la data avec vous, Salah Beina, Rita Mezzo, le ministre en charge de la transition numérique, a estimé à 380 le nombre de startups chez nous et prévoit, objectif 2030, dans la nouvelle stratégie Maroc Digital 2030, de faire émerger 3000 startups. Est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière de ce classement 2023, on peut raisonnablement envisager, parler, dire, espérer la création de 3000 startups à l'horizon 2030? Pour quel résultat? Qu'est-ce qu'on veut faire avec 3000 startups qu'on ne fait pas déjà aujourd'hui avec 300? Moi, je préfère faire 300 startups, mais qui survivent à la 5e année, qui survivent à la 10e année. Ça, c'est un gars. Parce que créer 3000 startups qui meurent au bout de 2 ans, est-ce que finalement c'est ça l'objectif? Donc, tous les accompagnements, la majorité des accompagnements qu'on a aujourd'hui sur le sol national, tout ce qui est incubation, etc., elles accompagnent les startups jusqu'à échelle de 2 ans, maximum pour certains 3 ans, puis après on les lâche dans la nature, on les lâche dans un écosystème qui n'est pas si fertile que ça, qui ne permet pas de croissance. Et donc, est-ce qu'on veut juste de la création de startups qui finissent par disparaître, ou on veut investir sur du long terme? Moi, c'est ça les indicateurs que j'aurais aimé voir, c'est-à-dire les accompagner dans la durée. Approche plus qualitative que quantitative. C'est ça que vous êtes en train de dire, Salah Beina. Troisième round, justement, la continuité de l'écosystème ou de l'écosystème startup. On va passer au licorne, parce que dans cette nouvelle stratégie des Maroc Digital 2030, l'ambition du ministère de tutelle en charge de la transition numérique et de la réforme de l'administration, c'est de faire émerger 2 licornes marocaines. Est-ce que ça, c'est une ambition réelle, virtuelle, irréelle et irréaliste ou pas? Bah, est-ce qu'il y a une recette? C'est-à-dire avoir des objectifs, je veux bien. Est-ce qu'on a aujourd'hui la recette pour créer des licornes? Parce que, encore une fois… On précise ce que c'est une licorne, déjà? Oui, peut-être que le président de licorne, c'était une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars, c'est-à-dire à plus de 10 milliards de dirhams. On en a zéro au Maroc, on a un peu plus de 1200 à travers le monde. 50% sont américaines. Mais est-ce qu'on a une demi-licorne? Est-ce qu'on a un quart de licorne? Est-ce qu'on a une dixième de licorne? Je ne sais pas. Moi, je pense, encore une fois, que c'est une sorte d'écosystème. Il faut que l'État mette en place les conditions. L'État sur ce sujet-là, je dirais qu'il est responsable des conditions, pas des résultats. Parce que le résultat, là, c'est l'idée, c'est les porteurs, c'est le chantier qui est porté par les jeunes créateurs de start-up, enfin jeunes ou moins jeunes. Aujourd'hui, on peut être créateur de start-up à 50 ans, donc tu as encore le temps pour le faire. Ben heureusement, donc je ne me sentais pas visé d'ailleurs. Non, non. Mais l'idée, c'est de mettre en place le système, et l'écosystème passe par les incitations fiscales, par les encouragements, par les garanties qui feront que une start-up, en tout cas, elle a des conditions de création qui lui permettent de travailler avec des grands groupes, de faire rentrer un peu d'argent, etc. Par la suite, si jamais on a cet écosystème et si jamais un peu par miracle, on a une licorne qui se crée d'ici 10, d'ici 15 ans, je ne sais pas, je n'ai pas de… Est-ce que pour vous, l'échelle-temps, faire émerger et essayer d'en tout cas favoriser la création de 2 licornes marocaines à l'horizon 2030, c'est-à-dire 2 licornes qui seront en capacité chacune d'entre elles d'être valorisées à plus de 10 milliards de dirhams. C'est quoi? C'est irréel? Valeur aujourd'hui? Valeur aujourd'hui, c'est du rêve. C'est du rêve? Oui, c'est du rêve. Mais c'est un rêve. Mais en même temps, on avait un rêve en Coupe du Monde. Oui. Mais on a fait une demi-finale. Peut-être qu'on ne fera pas de licorne, on en fera une. Mais il faut avoir des rêves pour avancer. Quand on voit justement, on a fait référence au classement international et africain sur les levées de fonds à l'international. En préparant votre venue, Salah Beina, ingénieur IT spécialiste en transition numérique, je me suis rendu compte que le Sénégal, lui, dispose d'une licorne. Donc une start-up valorise à plus de 10 milliards de dirhams, le Nigeria également et l'Afrique du Sud. Donc comme par hasard, celles et ceux qui sont les plus dynamiques sur les levées de fonds
sur les marchés internationaux en tout cas, sont visibles au niveau des licornes. C'est une histoire de visibilité parce que ces licornes-là, ces levées de fonds qu'elles font, leur valorisation, elle vient des levées de fonds. Et les levées de fonds, maintenant, on peut avoir 100 millions de dollars de levée de fonds, mais dans une start-up, ça en ferait tout de suite une licorne rapidement, ou 100 millions de dollars dispersés sur l'ensemble des startups qu'on a dans l'écosystème. Donc c'est pour ça qu'il faut créer l'écosystème fertile qui permet la percée, et il faut donner beaucoup de visibilité à ces gens-là, parce que si on n'a pas de visibilité, on n'attirera pas l'investissement international. Est-ce que ça veut dire aussi, parce qu'on dit qu'on a un potentiel en fintech, je tiens ça d'ailleurs de Abdel Jouari, gouverneur de la Banque centrale, qui s'est exprimé là-dessus il y a quelques semaines, quelques mois, secteur fintech où on pourrait, en tout cas, il pourrait y avoir un potentiel pour faire émerger un vrai écosystème start-up et pourquoi pas une licorne demain ou après-demain, sauf que le système fintech, il est à l'arrêt. En fait, quand on regarde le classement des levées de fonds africaines, il y a deux thématiques qui percent, c'est l'énergie et les fintech. Ouais. Et donc, il faut cibler. Là, en ce moment, ce qui a trait aux investissements, c'est le secteur énergétique et c'est le secteur des fintech. Et donc, il faut mettre les conditions pour qu'on ait de la visibilité sur ces thématiques-là. Alors quand on parle d'énergie, bien sûr qu'il y a des thématiques autour de l'eau, il y a des thématiques autour du changement climatique, etc., qu'il va falloir, favoriser. Ouais. Et les fintech, bien évidemment, mais en même temps, comme tu l'as dit, les fintech, c'est un sujet qui est très réglementé. Et donc peut-être que pousser les startups ou encourager les startups, c'est jouer aussi sur la réglementation, encourager l'innovation réglementaire dans ce sujet. Sauf ce qui serait la contrainte majeure, justement, alors qu'il y a un potentiel fintech au Maroc, c'est le secteur bancaire, qui n'est pas du tout dans cette dynamique innovation, enjeu de transition, même si vous avez dit à juste titre précédemment qu'effectivement les nouvelles feuilles de route stratégiques de toutes les banques, ce n'est pas la construction et le développement d'agences, mais c'est le recentrage et la mutualisation. Mais elles ne sont pas dans l'innovation, en tout cas, elles ne sont pas dans l'écosystème fintech. Fintech, ce n'est pas que les banques. Mais c'est aussi les banques. C'est les banques, mais c'est aussi la monétique. L'Afrique est un domaine où la petite monnaie, d'ailleurs, tout ce qui est paiement mobile, ça a très bien percé au Kenya. Le mobile banking, c'est une innovation africaine, mais ça n'a rien à voir avec les banques. Et donc, peut-être que nous aussi, on doit s'inspirer de ces innovations africo-africaines pour offrir au monde des innovations particulières, mais encore une fois, c'est peut-être pas la banque, mais à côté de la banque, un service complémentaire, parce que de toute façon, l'Afrique est connue pour être un continent qui est très peu bancarisé, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas bancarisé qu'on n'a pas d'argent. Donc c'est pour ça que les banques est un sujet, mais la fintech peut englober aussi autre chose. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'on doit considérer qu'après avoir pris le lead sur le digital au début des années 2000, 2010, en fait, on a pris beaucoup de retard. Est-ce qu'il va falloir se recentrer, faire preuve de beaucoup plus d'humilité à l'égard de nos confrères et pays africains pour pouvoir aussi travailler peut-être bras dessus, bras dessous, peut-être avec un pays comme le Sénégal qui a accueilli Google et que les stratégies d'augmenter la tarification du smartphone, par exemple, c'est une mauvaise stratégie si elle n'est pas accompagnée d'une logique industrielle. Je crois que c'est le Zimbabwe d'ailleurs qui va fabriquer les smartphones et les assembler. Voilà, mais de se dire, voilà, je veux avoir une stratégie continentale et régionale. Et c'est comme ça que je préfère émerger un écosystème start-up. Et c'est comme ça que je pourrais éventuellement caresser le rêve de faire émerger une licorne marocaine. De toute façon, nous sommes un marché de niche. C'est-à-dire que même une start-up qui serait créée au Maroc, elle n'envisagerait même pas de couvrir le besoin national parce qu'on n'est pas assez nombreux, il n'y a pas assez d'opportunités business à faire localement. Donc, on pourrait d'abord imaginer que toute l'Afrique est notre jardin de jeu, dans lequel notre bac à sable, dans lequel on devrait collaborer. Et moi, je pense qu'il faudrait plutôt collaborer avec les autres pays africains plutôt que de s'imaginer dans un classement. Parce que ici, je citerai l'expression sud-africaine qui est Ubuntu. Et en fait, c'est je suis qui je suis parce que tu es qui tu es. Donc il faut jouer en équipe. Il ne faut pas jouer solo et dire le Maroc contre la Tunisie ou le Maroc contre le Sénégal. Mais que peut faire le Maroc et la Tunisie et le Sénégal pour exister dans un monde technologique qui est en pleine révolution? On a des thématiques chaudes. Alors aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, mais peut-être que d'ici 10 ans, avant même la Coupe du Monde, on parlerait de l'ordinateur quantique. Et là, on serait encore dépassé par des années-lumière. Et tous les métaverses qui vont avec le métaverse, personne n'y croit. C'est un nuage de fumée, un nuage de printemps qui est passé. Il n'y a pas eu de dégâts.
Merci en tout cas infiniment à vous, Merci Salah Behna, pour pour cet éclairage dynamique, numérique, digitalisé sur la nouvelle stratégie Maroc Digital 2030 et puis avec ces différents enjeux, dont celui d'ailleurs on ne l'a pas évoqué, où la ministre a fait la nouvelle feuille de route, c'est d'attirer aussi 6000 compétences étrangères pour accompagner cette dynamique de capital humain, pour pouvoir répondre. Vous grattez le nez vous voulez Non, je réfléchis. Ah, voilà, donc c'est un appel d'air aussi pour des compétences étrangères. Ça n'a pas marché avec les médecins, donc je ne sais pas si ça pourra marcher demain avec des développeurs ou d'autres fonctions IT. De toute façon, on sait aujourd'hui, quand on forme au Maroc, il y a une bonne partie, quand je dis bonne, c'est une très bonne partie qui s'exporte. Donc il faut bien les remplacer. Et quand on dit attirer les talents, c'est peut-être les talents africains. C'est pas sûr qu'on va attirer des talents qui sont installés à la Silicon Valley. C'est pas précisé, mais je pense que c'est effectivement. On ne sait pas qui est ciblé, mais de toute façon, le monde est un petit village. Il faut juste faire de la rotation, de turnover de compétences. Et donc, c'est peut-être attirer chez nous de jeunes talents africains qui viendraient s'installer au Maroc avant que eux aussi partent ailleurs et d'autres les remplacent. Et peut-être nous aider en même temps à faire décoller et à structurer notre écosystème start-up et peut-être de commencer à assembler les premiers éléments pour une licorne. Mais de toute façon, on apprend en jouant. Il faut avoir des objectifs. C'est pas grave s'ils sont très ambitieux, mais en tout cas, si on ne touche pas la Lune, on pourra au moins s'en approcher. Ben c'est beau, ça finira là-dessus, sur cette note poétique, Salah Behna. Merci à vous. En tout cas, une fois de plus, ingénieur IT, je le disais, spécialiste en transition digitale, mais numérique en particulier. Merci infiniment à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.